Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les variables aléatoires réelles. Alors avant toute chose, on va commencer par une intro où je vais d'abord vous rappeler la notion de variable aléatoire et ensuite on essaiera de faire le lien entre les variables aléatoires discrètes qu'on a étudiées au chapitre précédent et les variables aléatoires réelles. Alors tout d'abord, rappelons-nous, on va considérer l'espace grand oméga de tous les événements possibles et un événement élémentaire de cet espace sera noté petit oméga. Donc sur cet espace grand oméga, on a défini une probabilité P, et on a vu aussi au chapitre précédent qu'en général, on ne peut pas attribuer à n'importe quel sous-ensemble grand A de oméga une probabilité P de A. On peut le faire seulement pour les sous-ensembles grand A qui appartiennent à un ensemble d'ensembles de oméga qu'on appelle une tribu. Et donc tous les événements A qui sont dans cet ensemble, dans cette famille grand F, on va pouvoir leur attribuer une probabilité P de A de façon cohérente. Alors, on va regarder une variable aléatoire, c'est-à-dire une fonction qui va dépendre d'un aléa. Et donc, cette variable aléatoire, en fait, c'est une fonction grand X, qu'on va noter grand X, et qui va associer à n'importe quel petit oméga une valeur grand X de oméga, donc qui dépend de l'aléa. Cette variable aléatoire va être supposée à valeur dans un espace grand E, qui lui-même va être muni d'une tribu ronde. N'importe quelle fonction qui va de oméga dans grand E n'est pas une variable aléatoire. Les conditions, c'est, je vous le rappelle, x est une variable aléatoire à valeur dans grand E si, quel que soit grand A, un événement de E ronde, x-1 de grand A appartient à F ronde. Alors, je vous rappelle également qui c'est x-1 de grand A. x-1 de grand A, c'est l'ensemble des oméga, donc de grand oméga, tel que x de oméga appartient à grand A. Donc c'est bien sûr un sous-ensemble de grand oméga. Et ce sous-ensemble, en fait, c'est toutes les causes, petit oméga, qui font qu'on va observer, une fois qu'on aura la variable aléatoire, une valeur grand X d'oméga qui appartient à l'ensemble grand A. Alors, cette définition, elle est très importante parce que lorsqu'on a une variable aléatoire, on va pouvoir transporter la probabilité P qui vit sur l'ensemble grand oméga en une probabilité sur l'espace grand E qu'on appelle la loi de X. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental en probabilité puis après en statistique. Donc on a grand oméga sur lequel vit une probabilité P que je vais écrire en bleu. Voilà. Par ailleurs, on a un espace grand E, qui est l'espace des valeurs dans lequel la variable aléatoire prend ses valeurs, et on a une variable aléatoire, x, qui associe à tout oméga dans l'espace grand oméga la valeur x de oméga dans l'ensemble grand E. Et donc, avec la définition, on s'en rend compte de la chose suivante. Si on a un ensemble grand A qui est un sous-ensemble de grand E, on peut regarder son image réciproque par x. Son image réciproque, c'est justement ce qu'on a défini juste au-dessus, x-1 de grand A. Cette image réciproque, elle appartient en fait à l'attribut f, qui est en fait l'ensemble de tous les sous-ensembles de grand oméga dont on peut calculer la probabilité par P. Donc ça veut dire en fait que la probabilité P de x-1 de A est bien définie. Cette probabilité-là, si vous regardez la définition de x-1 de grand A, c'est la probabilité de tous les oméga dans grand oméga, tel que x de oméga appartient à grand A. Donc en fait, c'est la probabilité de l'ensemble de toutes les causes qui font que on va observer que la variable grand X va appartenir à grand A. Souvent, on abrège cette probabilité en disant ça c'est la probabilité que X appartient à grand A. Et on a envie de prendre cette définition-là. Donc on va définir sur grand E, avec sa tribu E ronde, une probabilité qu'on va appeler Px, la loi de X,
tel que, et ça c'est la définition, Px, donc tel que pour A, un ensemble de E rondes, Px de A, ça va être la probabilité que X appartient à A, c'est-à-dire, si je réécris encore une fois la définition qui se trouve au-dessus, c'est la probabilité sur oméga, donc de x-1 de grand A. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Quand on a une variable aléatoire, on est capable de transporter la probabilité P, celle qui est écrite en bleu, qui vit sur l'espace grand oméga, en une probabilité sur l'espace grand E, qui s'appelle la loi de X et qu'on peut noter Px. D'accord. La loi de X, si on prend un ensemble A dans l'attribut E ronde, c'est-à-dire un ensemble dont on est censé pouvoir définir la probabilité, et Px de A, en fait, ça va être l'ensemble de tout, ça va être la probabilité de toutes les causes qui vont faire qu'on va observer X dans A, dans l'ensemble O. Donc en fait, ça va être la probabilité de x-1 de A, c'est-à-dire la probabilité de tous les oméga, tels que x d'oméga appartient à A. Alors revenons-en maintenant à l'objet de ce cours. Donc, si E est un espace fini ou dénombrable, à ce moment-là, on dit que x est une variable aléatoire discrète. Et on a vu que l'attribut qu'on pouvait regarder sur l'ensemble grand E, c'était en fait toutes les parties de grand E. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. N'importe quel sous-ensemble grand E, quand on a un espace fini ou dénombrable, peut être muni d'une probabilité. Alors, pour définir la loi P de X, on a à ce moment-là deux façons. La première façon, c'est pour tout X, un élément de grand E, on peut se donner la probabilité que X égale petit x, c'est-à-dire Px du singleton petit x. Dans la suite, je mettrai parfois de mettre les accolades. À ce moment-là, ça définit bien la loi de X, parce que si je prends A, n'importe quel ensemble de E, qui je rappelle ici est l'ensemble des parties de E, alors je peux définir Px de A comme étant la somme de tous les événements élémentaires qu'il constitue, c'est-à-dire je fais la somme sur tous les x qui sont des événements élémentaires de grand A, de Px de singleton petit x. Donc si je me donne bien toutes les probabilités que x égale petit x, ça me définit complètement la loi Px de x dans le cas où E est fini ou dénombrable. Deuxième chose, dans le cas où E est égal à n, donc avec une notion d'ordre, ou tout au plus E, une partie inclue dans R, mais finie ou dénombrable toujours. On peut aussi définir la loi de X par sa fonction de répartition. Donc je vous rappelle, la fonction de répartition de grand X pour un petit x élément de E, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X soit plus petite que petit x. Donc, je le réécris pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est la probabilité de l'ensemble des oméga tel que x de petit oméga soit plus petit que petit x. D'accord. Et cette fonction de répartition caractérise complètement la loi de grand X. En effet, si je m'intéresse à la probabilité que x égale petit x, et bien alors du coup je vais dire que c'est fx de petit x moins la limite quand y converge vers petit x par valeur négative de f grand x de y. Donc en particulier, rappelez-vous, quand on avait une fonction de répartition qui se présentait un peu comme une forme en escalier, et ben on avait vu que la probabilité que grand X soit égal à petit x, c'était exactement égal à la taille du saut de la fonction de répartition qu'on avait en petit x. Donc ce saut-là, la taille de ce saut, c'était exactement la probabilité que grand X égale petit x. Alors maintenant, si on a E qui est R tout entier, on parle donc à ce moment-là de variables aléatoires réelles. Et bien sûr,
ce à quoi on va être intéressé dans ce chapitre, c'est de définir quelle est la loi d'une variable aléatoire réelle. Quelle est la probabilité Px, la probabilité qu'on peut construire sur R comme étant la loi de X. Donc une première question, c'est de savoir quel va être l'attribut Euronde qu'on va considérer lorsque grand E égale R. Donc dans le cas discret, on a vu que c'était assez facile, il suffisait de regarder toutes les parties de E, mais dans le cas où E égale grand R, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une question que certains verront en L3, et d'autres même en master, et certains pas du tout. Cette question est liée à la théorie de la mesure et la théorie de l'intégrale de Lebesgue, donc une théorie en particulier développée par Lebesgue. Donc on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant d'avoir quelques idées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que R est un ensemble qui est très riche et qu'on peut munir de plein de tribus différentes. Donc en général, il nous faut une tribu qui soit ni trop pauvre, ni trop riche. La tribu qu'on va retenir tout souvent est la tribu qu'on appelle la tribu des Borréliens, ou la tribu de Borel, en référence au mathématicien Émile Borel. Et cette tribu est la plus petite tribu qui contient tous les intervalles de R. Donc c'est la plus petite tribu contenant tous les intervalles de R. Alors, les intervalles, ils peuvent être finis comme l'intervalle AB par exemple, ou infini, par exemple A plus l'infini, et bien sûr ils peuvent être fermés ou ouverts comme on veut. D'accord ? Donc ça veut dire en particulier que dans la suite, on va pouvoir à chaque fois définir sans problème la probabilité que X appartient à I, où I, ça va être un intervalle de R. D'accord ? Donc ça veut dire déjà qu'on peut adapter la définition générale, celle qu'on avait vue tout en haut, celle-là, au cas de variable aléatoire réelle. Donc on va dire que X, une fonction de oméga, mu de sa tribu et sa probabilité à valeur dans R, mu de l'attribut Euronde qu'on a défini juste avant. Cette fonction est une variable aléatoire réelle, qu'on va souvent abréger par VAR, une variable aléatoire réelle, si donc les ensembles X plus petit que A, c'est-à-dire l'ensemble des oméga tel que X de oméga est plus petit que A, ou autrement dit X-1 de moins l'infini A, sont dans l'attribut F ronde. C'est ça qu'on va garder comme définition pour une variable aléatoire réelle. Alors, le choix de la partie qui se trouve dans cette condition-ci, elle est un petit peu arbitraire, d'accord ? Ce choix est fait en se disant que si on a les intervalles moins l'infini A, on va pouvoir retrouver tous les intervalles de la forme AB ou A ouvert plus l'infini également. D'accord ? Si je regarde le complémentaire de l'ensemble que j'ai écrit, j'obtiens cet intervalle A ouvert plus l'infini. Si j'intersecte des intervalles de ce type-là ensemble, je vais obtenir des intervalles fermés, etc. D'accord ? Donc maintenant, il faut définir c'est quoi la loi de grand X. Donc, grand 2, loi d'une variable aléatoire réelle. On va commencer par un exemple pour montrer justement ce qu'il advient lorsqu'on regarde une variable aléatoire réelle, des caractérisations petit 1 et petit 2 qu'on a vues précédemment pour les variables aléatoires discrètes.
Alors cet exemple, c'est le suivant. La chose la plus naturelle, c'est de se demander comment faire pour tirer uniformément une variable aléatoire dans 0,1. D'accord. Donc le choix d'une variable aléatoire uniforme dans un intervalle, donc ici en l'occurrence l'intervalle 0,1, c'est quelque chose de très naturel et ça va être la base de la génération de nombres aléatoires, etc. Donc je vous rappelle, on sait le faire dans le cas discret. Si on a E, un ensemble fini, on va dire En, dont le cardinal est égal à n, et une variable un qui est uniforme sur cet ensemble En, c'est une variable un telle que pour tout x dans En, la probabilité que un égale x est égale à 1 sur n. Donc, je vais essayer de définir ma variable uniforme dans l'intervalle 0,1 en approchant cet intervalle par une discrétisation. La chose qui est la plus naturelle à faire, c'est de discrétiser cet intervalle 0,1 en petits intervalles, en introduisant une subdivision, 1 sur n, 2 sur n, etc. Et en regardant en fait En, les points de cette subdivision. D'accord? Donc En, c'est l'ensemble des points de la subdivision de 1 sur n à 1. Donc c'est bien un ensemble de cardinal n. Et sur cet ensemble, je peux définir une variable un qui est uniforme. Alors le problème, c'est que si je regarde la caractérisation petit 1 de la loi, c'est-à-dire celle qui me dit que un est uniforme si la probabilité que un égale x égale 1 sur 1 égale 1 sur n, et je remarque que la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de un égale x, donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, elle vaut 0. Donc cette première approche ne va pas nous aider à définir la loi d'une variable aléatoire qui serait uniforme sur 0,1. Donc pour ça, on va plutôt essayer de voir c'est quoi une variable uniforme sur 0,1 en partant de la deuxième approche, celle avec les fonctions de répartition. Alors je vous rappelle, la définition de la fonction de répartition de un, c'est fn de x, définie pour petit x, un réel, égale probabilité que un est plus petit ou égal à x. J'applique la formule des probabilités totales. Pour dire, voilà, un, je sais que ça peut prendre n'importe quelle valeur de en, c'est-à-dire 1 sur n, 2 sur n, k sur n, jusqu'à 1. Et en fait, les événements un égale k sur n, lorsque k varie entre 1 et n, forment une partition de en. Donc je peux dire que la probabilité que un est plus petit ou égal à x, c'est la somme pour k qui va de 1 à petit n, des probabilités que un égale k sur n, intersectées avec un plus petit ou égal à x. Alors bien sûr, je vois que si jamais k sur n est plus grand strictement que x, alors la probabilité qui est sous la somme, la probabilité que un égale k sur n et que un est plus petit que x, elle vaut 0, puisque k sur n est strictement plus grand que x. D'accord? Et si k sur n est plus petit ou égal à x, la probabilité que un égale k sur n et que un est plus petit ou égal à x, elle est égale à la probabilité que un égale k sur n, car cet événement un égale k sur n est inclus dans l'événement un plus petit ou égal à x, et cette probabilité, elle vaut 1 sur n. Donc en utilisant ces deux constatations, on peut calculer fn de x, dont la formule est encore visible en haut de l'écran. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, si x est plus petit que 1 sur n, la somme qui se trouve ici va être vide. Donc à ce moment-là, fn de x va être égal à 0. Si x est plus grand que 1, à ce moment-là, je vais juste me retrouver avec la somme pour k égale 1 à n des probabilités que un égale k sur n, et bien sûr, la somme de ces probabilités va être égale à 1. Si maintenant, donc, je regarde x
qui appartient à l'intervalle 0,1. À ce moment-là, fn de x va être égal à la somme. Alors la somme sur quoi? La somme sur les valeurs de k telles que k sur n est plus petit ou égal à x. Parce que pour les autres, ceux où k sur n est plus grand strictement que x, la probabilité vaut 0. Donc, quand est-ce que j'ai k sur n plus petit que x? K sur n plus petit que x, ça signifie que k est plus petit que n fois x. Et comme k est un entier, ça veut dire que k en fait est plus petit que la partie entière de nx. Donc, pour x appartenant à 0,1, fn de x va être la somme pour k qui va de 1 jusqu'à partie entière de nx, de la probabilité, donc la probabilité cette fois-ci que un égale k sur n et x plus petit que x, et cette probabilité, on l'a calculée, elle vaut dans ce cas-là 1 sur n. Comme le terme qu'on somme ne dépend pas de k, et bien tout simplement fn de x, dans le cas où x est entre 0 et 1, vaut partie entière de nx divisé par n. Donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé. Je vais dessiner la fonction fn de x en fonction de x. Alors ce qu'on a vu, c'est que fn de x est égal à 0 si x est strictement plus petit que 1 sur n. Elle vaut 1 si x est plus grand ou égal à 1. Et elle vaut partie entière de nx sur n si x est compris entre 0 et 1. Donc, en fait, cette fonction, si on la dessine, elle vaut 0 jusqu'en 1 sur n. Ensuite, elle a des petits sauts de 1 sur n à chaque fois, jusqu'à atteindre le niveau 1. D'accord, mon dessin est un peu mal fait. Et à partir de là, cette fonction, elle vaut 1. D'accord? Donc ça, c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire uniforme sur En. Donc En, l'ensemble des points 1 sur n, 2 sur n jusqu'à 1. Alors, est-ce que je peux utiliser cette fonction de répartition pour essayer de deviner ce que serait la loi d'une variable aléatoire uniforme sur 0,1? La loi d'une variable aléatoire réelle, bien sûr, uniforme sur 0,1. Donc l'idée, c'est de regarder ce qui va se passer lorsque je vais passer à la limite cette fonction de répartition fn. Donc, si je prends x qui est plus petit que 0, fn de x vaut 0, donc la suite de fonctions va converger simplement vers la fonction de mu. Si x est plus grand que 1, la suite fn de x vaut 1 pour tous les n, et donc cette fonction converge simplement vers la fonction constante égale à 1. Donc maintenant, regardons ce qui se passe si x... Donc maintenant, regardons ce qui se passe si x est compris entre 0 et 1. À ce moment-là, on a vu que fn de x est égal à partie entière de nx sur n. Donc, je vais me poser la question, que se passe-t-il? Est-ce que je peux trouver la limite de fn de x dans ce cas-là? Donc, rappelez-vous, partie entière de nx est plus petit ou égal à nx et est strictement plus petit que partie entière de nx plus 1. Ça signifie que partie entière de nx est le plus grand entier, plus petit que nx. En divisant par n pour trouver la fonction de répartition, je vois que fn de x est plus petit ou égal à x et strictement plus petit que fn de x plus 1 sur n, dont je vais déduire que, en regardant la seconde inégalité, x moins 1 sur n, strictement plus petit que fn de x, plus petit ou égal à petit x. D'accord? Donc, ce que j'ai, c'est que valeur absolue de fn de x moins x va être plus petit que 1 sur n. Plus petit ou égal, disons, à 1 sur n. Et 1 sur n, bien sûr, converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, j'en déduis que fn converge uniformément vers la fonction f qui est définie de la façon suivante. F de x égale 0 si x négatif,
f de x égale x si x est compris entre 0 et 1, et elle vaut 1 si x est plus grand ou égal à 1. D'accord, donc voilà le graphe de la fonction f de x. Donc on voit bien que cette courbe, c'est un peu la limite de la courbe en escalier où j'ai de plus en plus de petites marches. Et lorsque n tend vers l'infini, la fonction fn va converger vers cette fonction f de x. Alors, cette fonction f de x, elle ressemble à une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète. D'accord, c'est une fonction qui est croissante. La limite en moins l'infini de f égale 0. La limite en plus l'infini de f est égale à 1. Et c'est une fonction qui est continue, donc a fortiori, elle est continue à droite et limitée à gauche. Donc cette fonction de répartition f possède toutes les propriétés d'une fonction de répartition de variables aléatoires discrètes, sauf les sauts. Est-ce que je peux utiliser maintenant la convergence de fn vers f pour comprendre c'est quoi la loi d'une variable aléatoire uniforme sur le segment 0,1? Oui, si je prends un réel sur 0,1, je peux bien sûr l'approcher naturellement par le réel avec m décimale, donc j'ai tronqué à la décimale numéro m. En pratique, ça signifie que je peux regarder la chose suivante. Si j'écris xm, qui est égal à la somme pour i qui va de 1 à m de yi sur 10 puissance i, avec les yi, une suite indépendante identiquement distribuée de variables qui sont uniformes sur 0,9, c'est-à-dire qu'en fait xm est égal à 0,y1, y2, etc. jusqu'à ym, sa mième décimale, alors on peut montrer que xm, ça c'est un petit exercice que je vous invite à faire, suit une loi uniforme sur l'ensemble E 10 puissance m, où je vous rappelle que E 10 puissance m, si je reprends les notations tout au début de cette section, c'est l'ensemble des réels qui s'écrivent de la forme k sur 10 puissance m jusqu'à 1. D'accord? Autrement dit, c'est l'ensemble de tous les k sur 10 puissance m avec k compris entre 0 et 10 puissance m. Alors vous remarquez que par rapport à, si je veux être tout à fait rigoureux, par rapport à l'ensemble que j'ai introduit au début de la section, je n'avais pas rajouté le point 0 afin que le cardinal de en soit exactement égal à n et pas n plus 1. Mais en fait, ça ne change rien, on peut rajouter ce point 0. Ce sera plus pratique pour la suite. Voilà. Donc, la fonction de répartition de... Donc, ce qu'on voit, c'est que xm correspond avec les notations du début de l'énoncé à u 10 puissance m. Et donc, la fonction de répartition de xm converge vers la fonction de répartition grand F. Et par ailleurs, pour tout oméga, xm de oméga converge lorsque m tend vers plus l'infini vers un réel de 0,1. Pourquoi? Si vous regardez la définition de xm qui se trouve ici, en fait on voit que les yi sont plus petits ou égaux à 9, et donc en fait je vais pouvoir majorer les sommes partielles par les sommes partielles d'une série géométrique de raison 1 sur 10 qui va être convergente, et donc xm est une série à terme positif majorée par une série convergente, elle va elle-même être convergente. Et la limite de xm est un bon candidat pour être une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle 0,1 de fonction de répartition. Donc si je résume ce qu'on a obtenu, une bonne façon d'écrire la loi de variable aléatoire réelle,
c'est pas forcément de passer par la première caractérisation qu'on avait pour les variables aléatoires discrètes. Rappelez-vous, pour les variables aléatoires discrètes, si je remonte, on avait par exemple qu'on pouvait décrire la loi d'une variable aléatoire discrète par les différentes probabilités de prendre les différentes valeurs possibles pour cette variable aléatoire. Par contre, on peut décrire les lois de variables aléatoires réelles en utilisant les fonctions de répartition. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va définir maintenant les lois de variables aléatoires réelles en passant par les fonctions de répartition. Donc, fonction de répartition et loi de variables aléatoires réelles. Alors, théorème, la loi Px d'une variable aléatoire réelle x est caractérisée. Donc caractérisée, ça veut dire que si je me donne la fonction de répartition, je connais exactement la loi de grand X par sa fonction de répartition. Fx de petit x, pour petit x dans R, est égal à la probabilité que grand X est plus petit ou égal à petit x. Alors ce résultat est un résultat qui est pas si simple que ça. En effet, il faut montrer à un moment que si deux fonctions de répartition coïncident, alors il n'y a qu'une seule loi possible de variable aléatoire qui possède cette fonction de répartition. Et ce résultat est un résultat de théorie de la mesure que vous verrez sans doute en L3 pour certains, pour d'autres en master, voire que vous admettrez. Donc en tout cas pour cette année de L2, ce résultat, on va l'admettre. Bon, ce théorème est admis, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il va impliquer. Donc considérons par exemple un intervalle I, qui est l'intervalle AB ouvert en A. La probabilité que X appartienne à I est égale à la probabilité que X appartienne à l'intervalle A ouvert B fermé. C'est la probabilité que X soit plus petit ou égal à B moins la probabilité que X soit plus petit strictement que petit a. Plus petit ou égal à petit a. Et donc bien sûr, c'est la fonction de répartition de X calculée en B moins la fonction de répartition de X calculée en A. D'accord? Donc ce qu'on voit, c'est que la fonction de répartition caractérise la loi de X et elle nous permet de calculer toutes les probabilités du style probabilité que X appartient à I, un intervalle de la forme AB ouvert en A et fermé en B. Alors que se passe-t-il maintenant si je m'intéresse à un intervalle qui est de la forme AB mais fermé en A? Donc par le même calcul que précédemment, ce que je vais voir, c'est que la probabilité que X appartient à ce nouvel intervalle va être égale à la probabilité que X est plus petit ou égal à B. Donc ça, c'est toujours la fonction de répartition de X calculée en B, moins la probabilité cette fois que X est strictement plus petite que A. Alors, il faut calculer cette probabilité en fonction de la fonction de répartition pour montrer que la fonction de répartition caractérise bien la loi de X. Si la fonction de répartition caractérise bien la loi de X, alors cette probabilité doit s'exprimer en fonction des fonctions de répartition, puisqu'elle dépend que de la loi de X. D'accord? Ça, si je l'écris différemment, c'est Px de moins l'infini A ouvert. Alors, rappelez-vous, on a vu, au moment où on a fait les tribus et les probabilités dans un cadre un petit peu général, que si j'avais AN une suite d'événements croissants pour l'inclusion, et bien sûr, il faut que les AN soient des événements de la tribu ronde, alors on avait vu que la probabilité de l'union de tous ces AN, c'était la limite croissante, quand n tend vers plus l'infini, des probabilités de chacun de ces événements.
Donc je vais me dire, bah voilà, est-ce que je ne peux pas utiliser cette propriété pour définir c'est quoi la probabilité de x strictement plus petit que a. Donc je vais dire que moins l'infini a, ça va être l'union croissante des ensembles de la forme moins l'infini a moins 1 sur n, mais cette fois fermé à droite. Donc je vais obtenir que la probabilité de moins l'infini a, c'est-à-dire la probabilité que x soit strictement plus petit que a, bah, en appliquant le résultat que je viens de vous rappeler, ça va être la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, des probabilités de moins l'infini a moins 1 sur n. Donc autrement dit, ça va être la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité que x soit plus petit ou égal à a moins 1 sur n. Et comme j'ai retrouvé un plus petit ou égal, ça, c'est juste la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la fonction de répartition de x calculée en a moins 1 sur n. D'accord? Donc ça veut dire que si je connais la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X, je peux aussi calculer la probabilité que x appartienne à l'intervalle AB fermé en A et fermé en B. Ça va être fx de B moins la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fx de A moins 1 sur n, par exemple. D'accord? Donc la fonction de répartition caractérise complètement la loi d'une variable aléatoire x, et en particulier, on va pouvoir recalculer toutes les probabilités que x appartient à n'importe quel intervalle. Donc là, j'ai pris des intervalles avec a et b qui étaient de façon sous-entendue des réels finis. Mais bien sûr, je peux prendre par exemple, dans ce premier intervalle, ici, rien ne m'empêche de prendre a qui vaut plus l'infini. Et de la même façon, je peux regarder la probabilité que x appartienne à des ensembles de la forme b plus l'infini. Donc, lorsque je connais la fonction de répartition, je peux calculer finalement toutes les probabilités que x appartiennent à un intervalle i. Et rappelez-vous, on l'a expliqué au début de ce cours, au moment où on a regardé la tribu des Boréliens. Donc la tribu des Boréliens, c'est la plus petite tribu qui contient tous les intervalles de R. Donc en fait, on peut montrer que si on peut calculer les probabilités de chacun de ces intervalles, on va pouvoir calculer la probabilité de n'importe quel élément de la tribu. Donc ceci explique bien pourquoi la fonction de répartition de x va bien caractériser, dans le cas de variables aléatoires réelles, la loi de cette variable aléatoire x. Et c'est donc une bonne façon de définir la loi de la variable aléatoire grand X. Alors, quelles sont les propriétés de cette fonction de répartition? Vous voyez que dans le calcul précédent, ici, j'ai supposé que la fonction de répartition admettait une limite à gauche en tout x. Et effectivement, c'est vrai. Les propriétés qu'on peut rappeler, c'est que fx, la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle x, elle va être croissante. Elle va avoir une limite en 0, une limite en moins l'infini qui va être 0, elle va avoir une limite en plus l'infini qui va être 1, et elle va être continue à droite et limitée à gauche. Alors on va faire vite fait la preuve de ce résultat. Tout d'abord, fx, je vous rappelle, on vient de le voir juste avant, c'est la probabilité que la variable x soit plus petite ou égale à petit x. Donc cette fonction est une fonction croissante. En effet, si je regarde x plus petit que x', alors je sais que moins l'infini x est inclus dans moins l'infini x'. Et on a vu une propriété, je vous rappelle, si a est inclus dans b, probabilité de a est plus petit que probabilité de b. Puisque on va pouvoir écrire que probabilité de b, ça va être égal à probabilité de a plus probabilité de b inter a complémentaire. Donc, on en déduit que la probabilité que x soit plus petit ou égal à petit x, c'est-à-dire px de moins l'infini petit x, va être plus petit
ou égal à la probabilité que x est plus petit ou égal à x'. C'est la croissance de la fonction de répartition de x. Alors montrons maintenant que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx de petit x est égale à 1. Donc pour ça, on va regarder les événements suivants. an est égal à moins l'infini petit n, avec n un entier. Donc on voit que c'est une suite d'intervalles qui va être croissante pour l'inclusion. Donc c'est une suite d'intervalles de R qui est croissante pour l'inclusion. D'accord? Donc si je regarde les événements x appartient à l'ensemble an, c'est aussi une suite, cette fois pas d'intervalle mais d'événements. C'est une suite d'événements de oméga qui est aussi croissant pour l'inclusion. D'accord? Donc en utilisant la propriété de continuité à gauche qu'on a rappelée tout à l'heure, je sais que la probabilité que x, la probabilité de l'union pour n des événements x appartenant à n, ça va être la limite croissante, lorsque n tend vers plus l'infini, des probabilités que x appartient à n. Quelle est la probabilité que de l'union des x appartenant à n? Ça veut dire c'est la probabilité de l'événement il existe n entier tel que x est plus petit que n. Donc je vois que pour n'importe quel réel, il va exister toujours un entier n tel que x sera plus petit que n. Et donc cette probabilité va être la probabilité que x appartient à R, et donc c'est 1. La limite à droite, c'est la probabilité que x est plus petit ou égal à n. Donc en fait, ça va être la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la fonction de répartition de x calculée en petit n. Donc j'obtiens que la limite de fx de n, lorsque n tend vers l'infini, c'est égal à 1. Ce n'est pas exactement le résultat que je voulais montrer la limite de fx de petit x, avec x un réel qui tend vers l'infini, et pas forcément x une suite d'entiers qui tend vers l'infini. Mais c'est pas très grave, parce qu'on sait que fx est croissante, c'est ce qu'on a montré dans le premier point. Donc pour x réel, je peux toujours dire que fx de petit x est comprise entre fx de partie entière de x et fx de partie entière de x plus 1. Ça, c'est obtenu par croissance de la fonction de répartition de x. Les termes qui encadrent fx de petit x convergent vers plus l'infini. Ça, c'est le résultat encadré juste au-dessus qui nous le dit. Pardon. Les termes qui encadrent fx de petit x convergent vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Ce résultat découle de l'encadré qui se trouve juste au-dessus. Donc on en déduit par encadrement le résultat voulu, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx de petit x égale 1. De la même façon, on peut montrer que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx de petit x égale 0. Pour ça, il va falloir utiliser cette fois la continuité à droite. La continuité à droite, je vous rappelle, elle nous dit que si j'ai an une suite d'événements décroissants pour l'inclusion, alors la probabilité de l'intersection des an est égale à la limite décroissante des probabilités de an. D'accord? Pour ça, on va prendre les événements suivants. X appartient à an avec
Par une preuve similaire, on va pouvoir montrer que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx de petit x est égale à 0. Pour ça, on va utiliser les événements suivants, an égale moins l'infini moins n, qui sont une suite d'intervalles qui vont être décroissants pour l'inclusion. Si je regarde les ensembles x appartenant à n, ce sont donc eux aussi des événements qui sont décroissants pour l'inclusion. C'est une suite d'événements de oméga qui sont décroissants pour l'inclusion. D'accord. Et si je regarde l'intersection de tous ces événements, c'est l'événement suivant, c'est l'événement tel qu'il existe un n tel que x est plus petit que moins n. Pardon. Donc si je regarde l'intersection de tous ces événements, c'est l'événement qui nous dit que quel que soit n, x est plus petit que moins n. Donc en fait, on voit que cet événement, ça va être l'ensemble vide. En utilisant cette fois la continuité à droite, on va montrer que la probabilité de l'intersection qui vaut 0, puisque c'est la probabilité de l'ensemble vide, elle va être égale, donc c'est là que intervient la continuité à droite, elle va être égale à la limite décroissante des probabilités que x appartient à n, et cette limite décroissante des probabilités que x appartient à n, bah, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fx de moins n. Donc c'est aussi la limite lorsque n tend vers moins l'infini de fx de n. On en déduit que pour tout x, en utilisant à nouveau la croissance de f, donc pour tout x réel, j'ai fx de partie entière de x qui est plus petit ou égal à fx de x qui est plus petit ou égal à fx de partie entière de x plus 1. Lorsque x tend vers moins l'infini, les deux membres de chaque côté tendent vers 0. Donc ça, c'est le résultat qu'on vient d'obtenir. Donc bien sûr, on va en déduire que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx de petit x égale 0. Enfin, il nous reste à montrer que partout, la fonction fx, il nous reste à montrer que la fonction fx est continue à droite et limitée à gauche. Donc, le fait que cette fonction fx soit limitée à gauche, ça vient de la chose suivante. Si je regarde xn, une suite croissante convergeant vers x. Convergeant vers petit x. D'accord ? Je sais que fx est croissant, donc ça veut dire que fx de xn est une suite croissante et elle est majorée par 1. Donc, la limite de fx de petit xn existe lorsque n tend vers plus l'infini, et c'est la limite à gauche, on peut marquer fx moins, et c'est la limite à gauche de fx en petit x, qu'on peut noter, fx de x moins. D'accord ? Alors maintenant, regardons la continuité à droite. Donc, la continuité à droite, pareil, on prend petit x, et on va regarder xn, une suite cette fois décroissante, convergeant vers x.
Alors, on va utiliser ici que fx de petit xn, c'est la probabilité que x est plus petit ou égal à petit xn. Et la limite, quand n tend vers plus l'infini, de fx de petit xn, c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, des probabilités que x soit plus petit ou égal à petit xn. Mais ça nous rappelle quelque chose. On l'a vu un tout petit peu avant, lorsqu'on a étudié la limite de f de fx quand x tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on avait appelé la continuité à gauche. Si vous regardez à nouveau la continuité à gauche, ce qu'on a dans le terme de droite, ici, que j'encadre en rouge, ça va être la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de probabilité que x plus petit que n. Et ces limites-là, on pouvait les écrire comme la probabilité de une union, si on a des événements qui sont croissants pour l'inclusion. Alors regardons si c'est le cas ici. Et effectivement, la suite des événements x plus petit ou égal à petit xn, c'est une suite qui va être décroissante pour l'inclusion. Alors regardons maintenant la continuité à droite. D'accord? Donc pareil, je vais prendre xn, une suite, mais cette fois décroissante. Convergent, donc une suite de réels, décroissante et convergent vers petit x. D'accord? Je vais regarder la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fx de xn, et pour montrer que c'est continu à droite, il faut que je montre que cette limite est égale à fx de petit x. Alors, regardons chacun de ces termes. Fx de petit xn, c'est la probabilité que x est plus petit ou égal à petit xn. Alors, si je regarde ces événements, x plus petit ou égal à petit xn, comme petit xn est une suite de réels qui est décroissante pour l'inclusion, cette suite, c'est une suite d'événements qui sont eux-mêmes décroissants pour l'inclusion. Donc, c'est une suite d'événements de oméga décroissante pour l'inclusion. Donc, j'en déduis, continuité à droite, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ces probabilités va être égale à la probabilité de l'intersection. C'est la propriété qu'on vient de voir juste avant pour montrer que la limite en moins l'infini est égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est la continuité à droite. Alors, quel est cet ensemble intersection de x plus petit que petit xn? C'est l'événement, quel que soit n, x est plus petit que petit xn. Or, je sais que petit xn est une suite qui est convergente vers petit x, donc ça, c'est la probabilité que x est plus petit ou égal à petit x. Donc, c'est la fonction de répartition de x calculée en petit x. J'ai bien montré la continuité à droite que je souhaitais démontrer. Ceci clôt donc la démonstration. Alors il existe une réciproque qu'on va admettre, car là encore la preuve requiert des connaissances que vous ne verrez qu'en théorie de la mesure. Si je me donne f, une fonction qui est définie de R dans R, dans 0,1, de R dans 0,1, croissante, continue à droite, limitée à gauche,
avec la limite en moins l'infini qui vaut 0 et la limite en plus l'infini qui est égale à 1, alors on peut trouver une variable aléatoire qui admet f comme fonction de répartition. Alors on peut construire une variable aléatoire x qui admet f comme fonction de répartition. Donc ce résultat, à nouveau, je le répète, va être admis. Donc si je récapitule ce qu'on a vu dans ce cours-là, on a vu, je vais le marquer d'une autre couleur, si je récapitule ce qu'on a vu dans ce cours-là, on a vu les choses suivantes. On a rappelé ce que c'était qu'une variable aléatoire réelle. Une variable aléatoire réelle x, donc comme fonction qui va de oméga dans R, et on a construit sur R une tribu qui s'appelle la tribu des Boréliens. Donc ce point est un point un peu technique sur la tribu des Boréliens, qu'on ne va pas vous demander de retenir, donc je l'ai expliqué ici pour que ce soit à peu près complet, mais c'est des notions sur lesquelles vous reviendrez dans le cours de théorie de la mesure à partir de l'année prochaine. Donc ce qui est important, c'est de comprendre les idées, mais bien sûr, ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va se focaliser dans l'évaluation de ce cours. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi d'une variable aléatoire réelle, elle est caractérisée par sa fonction de répartition. D'accord ? Donc ça, c'est exactement la même chose que pour une variable aléatoire discrète. Et ce qu'on voit, c'est que les fonctions de répartition des variables aléatoires réelles, ce que nous dit le dernier théorème, c'est que c'est exactement les fonctions qui sont continues à droite limitées à gauche, croissantes, admettant une limite 0 en moins l'infini et une limite 1 en plus l'infini. Une fois qu'on a la fonction de répartition d'une variable aléatoire x, alors on va pouvoir calculer les probabilités que x appartienne à n'importe quel intervalle de R et plus généralement à n'importe quel borélien de R. Donc on va pouvoir calculer toutes les probas de la forme probabilité que x appartient à i, où i va être un intervalle et plus généralement un borélien, c'est-à-dire un ensemble de la tribu E ronde.